La première chemise a touché la pelouse à 18h47 précise. Ma chemise blanche habillée, celle que je portais pour aller à l'église, aux réunions parents-professeurs, et à chaque occasion qui exigeait que je ressemble à un homme dont la vie est parfaitement ordonnée. Elle a atterri dans l'herbe mouillée près de la boîte aux lettres, les manches grandes ouvertes comme si elle se rendait en mon nom. Je me tenais sur mon propre perron à Sévrodvinsk, le mercredi 15 octobre 2025, portant encore la même flanelle que j'avais sur le dos depuis 3 jours consécutifs. La flanelle que je portais assis au chevet de mon père, tandis que le goutte de morphine décomptait les heures qui lui restaient. La flanelle qui sentait encore la datcha du village de pêcheurs, la fumée de bois, le sel et l'eucalyptus que ma mère gardait dans un bol près de la porte parce qu'elle disait que cela l'aidait à respirer. Mon père, Sviatoslav Ashford, était décédé il y a 27 heures, et j'étais rentré pour chercher mon costume pour ses funérailles. Ma clé ne fonctionnait pas. Le verrou avait été changé. J'ai frappé. Rien. J'ai frappé plus fort. Aglaya, c'est moi. Ouvre la porte. La fenêtre de la chambre a glissé vers le haut et le visage de ma femme est apparu. Aglaya Ashford, 41 ans, la femme que j'avais épousée il y a 16 ans dans une petite église sur les rives de la mer Blanche, alors que le brouillard du nord montait des eaux. Elle me regardait comme on regarde quelque chose dont on a décidé de se débarrasser. Tu n'habites plus ici, Ratmir. De quoi tu parles? Mon père est mort hier. J'ai besoin de mon costume pour l'enterrement. Je veux le divorce. J'ai déjà appelé un avocat. Avant que je ne puisse répondre, elle a disparu de la fenêtre. J'ai cru qu'elle venait ouvrir la porte. Au lieu de cela, la fenêtre s'est ouverte plus largement et mes vêtements ont commencé à voler. La chemise blanche d'abord, puis un tas de pantalons, puis mes bottes de travail tournoyant dans les airs, atterrissant dans les hortensias avec un bruit sourd qui a fait sursauter le tchat du voisin. Mon blouson de cuir est venu ensuite, celui que mon père m'avait offert pour mes 30 ans, il y a 14 ans, dans un restaurant du port où nous mangions des éperlans frits et où il m'avait dit qu'il était fier de l'homme que je devenais. Il a atterri dans une flaque près de l'allée. Une boîte en carton a suivi, éclatant sur le chemin, éparpillant des livres, une photo encadrée de mon père et moi sur son bateau, et la montre que ma mère m'avait offerte pour mon diplôme. Prends tes affaires et dégage, Ratmir. De l'autre côté de la rue, la porte de Ninel Stepanovna s'est ouverte. Ninel avait 58 ans, vivait seule et savait tout ce qui se passait dans la rue avant même que les intéressés ne soient au courant. Elle est sortie sur son perron, la main pressée contre sa poitrine, observant la scène. Les voisins d'à côté sont sortis, puis d'autres encore 3 maisons plus loin, se tenant debout, les bras croisés. Ma femme jetait ma vie par la fenêtre, et toute la rue était aux premières loges. J'ai levé les yeux vers Aglaya. Elle se détournait déjà pour attraper une autre brassée. Je n'ai rien dit. J'ai traversé la pelouse, ramassé mon blouson de cuir, secoué l'eau, je l'ai serré contre ma poitrine une seconde, puis je l'ai plié et placé dans la benne de mon pick-up. J'ai récupéré les bottes de travail dans les hortensias. J'ai ramassé les chemises une par une, plié les pantalons, collecté les livres, la photo et la montre dans la boîte brisée. Une pièce à la fois, à la vue de chaque voisin. J'ai ramassé tout ce que ma femme avait jeté et je l'ai placé dans mon camion. Ninel a crié depuis son perron, la voix tremblante. Ratmir, mon petit, est-ce que ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je l'ai regardé, j'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je voulais lui dire que mon père était mort, que ma femme m'avait enfermé dehors, que demain étaient les funérailles et que je n'avais même pas de costume à porter. Mais les mots ne venaient pas. Ma gorge était scellée par quelque chose de plus lourd que le chagrin. Quelque chose qui ressemblait au poids de chaque année passée à essayer de maintenir ce mariage à flot, pesant sur ma poitrine d'un seul coup. J'ai secoué la tête, je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. La dernière chose que j'ai vue dans le rétroviseur était Aglaya fermant la fenêtre sans un regard vers le bas. Elle a éteint la lumière de la chambre comme on ferme une caisse à la fin d'un service. Transaction terminée. Clic congédié. J'ai parcouru les 20 km jusqu'au village de pêcheurs en silence. Pas de radio, pas d'appel, juste la route, l'obscurité, l'odeur de la flanelle de mon père et le son de ma propre respiration, la seule chose que je pouvais encore contrôler. Ma mère, Klavdia, était assise à la table de la cuisine quand je suis entré, portant une brassée de vêtements froissés. Elle avait 68 ans. Elle avait perdu l'homme avec qui elle était mariée depuis 46 ans il y a moins de 2 jours. Elle n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, avait passé la matinée à appeler les parents et l'après-midi à écrire des adresses sur des enveloppes d'une main tremblante. Mais quand elle m'a vu dans l'embrasure de la porte, tenant mes vêtements comme un réfugié, elle n'a pas posé une seule question. Le costume bleu est dans le placard du couloir, a-t-elle dit. Ton père en gardait un ici pour les grandes occasions, il devrait aller. Essaie-le. S'il faut faire un ourlet, je le ferai cette nuit. Elle s'est levée, m'a embrassé sur le front et est allée chercher le costume. C'était ma mère. Le monde pouvait être en feu, elle trouvait la seule chose nécessaire à faire, et elle la faisait calmement, sans plainte, sans drame. J'ai compris à ce moment-là où mon père avait appris sa patience. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 6 octobre, à la cathédrale Saint-Nicolas. L'édifice était plein à craquer.
Des pêcheurs en flanelle propre, des mécaniciens avec encore de la graisse sous les ongles, des commerçants qui connaissaient Sviatoslav Ashford depuis 40 ans. Le capitaine Timofey est venu en fauteuil roulant, avec sa bouteille d'oxygène, car il disait qu'il serait damné s'il ratait ses adieux au meilleur homme avec qui il ait jamais pêché. Maria, du magasin d'appât, a apporté des lits blancs de son jardin parce que mon père avait réparé le moteur de son bateau gratuitement pendant l'hiver 2003 et n'avait pas voulu prendre un rouble. Les frères Henriksson se tenaient au dernier rang, épaule contre épaule, leur casquette à la main, les yeux rouges. 200 personnes sont venues dire adieu à un pêcheur. Ma femme n'était pas parmi elles. Aglaya a déposé Mira et Yelisei à l'entrée de l'église et est repartie sans sortir de la voiture. J'ai regardé par la fenêtre ses feux arrière disparaître au bout de la rue principale. Ma fille, 14 ans, a pris la main de son frère de 11 ans et est entrée dans l'église sans se retourner. J'ai prononcé l'éloge funèbre dans le costume bleu de mon père. Large aux épaules, court aux manches, mais il tombait assez bien. Je me suis tenu à la chaire et j'ai regardé tous ces visages connus, et quelques-uns inconnus. Mon père disait toujours que l'océan se moque que vous soyez pressé, leur ai-je dit. Soit vous faites le travail correctement, soit vous ne le faites pas du tout. Il a vécu ainsi. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec patience, avec soin. Il n'a jamais bâclé une réparation, n'a jamais tourné le dos à un ami dans le besoin, n'a jamais élevé la voix quand un mot calme suffisait. J'ai mis mes notes de côté, je ne pouvais plus les lire à travers mes larmes. Quand ils lui ont dit que c'était un cancer en février dernier, la première chose qu'il m'a dite a été « Ne fais pas d'histoire ». 8 mois de chimiothérapie, 8 mois de trajet vers l'hôpital à 5 heures du matin, 8 mois à regarder cet homme, ce géant, devenir plus petit, plus mince et plus faible, et pas une seule fois. Pas une seule fois, il ne s'est plaint. Il continuait simplement à se réveiller, à boire son café sur le perron, à regarder les bateaux partir. La dernière chose qu'il m'a dite a été « Prends soin de ta mère ». Puis il a serré ma main et il est parti. J'ai marqué une pause. L'église était si silencieuse que je pouvais entendre la flamme des bougies bouger dans les courants d'air des vieilles fenêtres. Il était l'homme le plus patient que j'ai jamais connu, et il va me manquer chaque jour pour le reste de ma vie. Le capitaine Timofey a commencé à applaudir depuis son fauteuil. Un par un, toute l'assemblée s'est levée. 200 personnes debout applaudissant la vie d'un pêcheur. Et je me tenais là, pensant. Voilà ce qu'un homme laisse derrière lui. Pas de l'argent, pas des objets. Une salle pleine de gens qui se lèvent quand son nom est prononcé. Yelisei m'a attrapé la main quand je suis descendu de l'estrade et ne l'a pas lâché pendant 30 minutes. Il s'accrochait comme si j'étais la dernière chose solide dans son monde. Je l'ai serré en retour. Après le service, la salle paroissiale s'est remplie de plats russes et d'histoires sur mon père qui faisait rire et pleurer dans le même souffle. Je me tenais près de la table de café quand un homme en costume sombre s'est approché. La soixantaine, les cheveux argentés, le regard vif derrière des lunettes fines. Il a attendu que je sois seul. Ratmir, je suis profondément désolé pour ton père. C'était l'un des hommes les plus intègres que j'ai eu le privilège de connaître. Merci. Je suis désolé, est-ce que je vous? Yuli Kettering. J'étais l'avocat de ton père et son ami pendant 32 ans. Je ne savais pas que mon père avait un avocat. Pour autant que je sache, il avait un bateau, une datcha, une modeste pension, et pas grand-chose d'autre. Ton père a laissé des instructions, dit Yuli à voix basse. Des affaires qui doivent être discutées, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de deuil. Peux-tu venir à mon bureau lundi matin? Arkhangelsk, Perspective Troitsky, 9H0. Quel genre d'affaires? Il a jeté un coup d'œil autour de lui, baissant la voix. Le genre d'affaires auquel ton père s'est préparé pendant longtemps. C'est important, Ratmir. S'il te plaît, sois là. J'y serai. Il m'a serré l'épaule. Ton père me parlait de toi à chaque fois que nous discutions. Il était extraordinairement fier de toi. Il disait que tu avais sa patience et le cœur de ta mère, et que c'était la meilleure combinaison qu'un homme puisse avoir. Lundi matin, 20 octobre. J'ai conduit jusqu'à Arkhangelsk dans la seule chemise propre que j'avais et j'ai trouvé le cabinet Kettering au 14e étage d'un immeuble moderne. Yuli m'a accueilli et m'a conduit dans une salle de conférence. Ratmir, ton père est venu me voir en 1993. Il avait besoin d'aide pour une affaire foncière. Cette relation professionnelle est devenue une amitié qui a duré jusqu'à sa mort. En 32 ans, je n'ai jamais rencontré d'homme plus prévoyant. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour une raison. Ça ressemble bien à papa. En 1987, quand ton père avait 33 ans, il a acheté une parcelle de terrain au bord de l'eau à Severodvinsk, 3 hectares sur le port, côté, près de l'ancienne usine. Je connaissais l'endroit. Rocheux, envahi par les herbes, clôturé par un grillage rouillé. Ce terrain vague près de la pointe Wheeler, il a payé 40 000 roubles pour cela. Toutes ses économies à l'époque. Tout le monde lui disait qu'il était fou. Problème de zonage, questions environnementales. Les gens se moquaient de lui. Ratmir, ça aussi, ça ressemble à papa. Il a un jour acheté une coque de bateau à laquelle il manquait toute la poupe parce qu'il disait qu'il voyait ce qu'elle voulait devenir. Yuli sourit. Ton père pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas.
Il a vu ce que ce terrain deviendrait. Il fit glisser un document sur la table. Cette propriété est aujourd'hui estimée à 450 millions de roubles. J'ai lu le chiffre. Je l'ai relu. Ce n'est pas possible. Le front de mer de Severodvinsk a été transformé au cours des 20 dernières années. Tourisme, développement de marina, résidence de luxe. Les 3 hectares de ton père sont parmi les parcelles les plus précieuses de la côte nord. Il a reçu des offres de promoteurs, de chaînes hôtelières. Il les a toutes refusées. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision pour ce terrain, un centre du patrimoine maritime. Un lieu pour préserver l'histoire de la pêche, pour enseigner la construction navale, pour maintenir les vieux métiers vivants pour la prochaine génération. Yuli marqua une pause. Il voulait que ce soit toi qui le bâtisses. Mes mains tremblaient. J'ai posé mon café. Il y a plus, dit Yuli. Ton père vivait frugalement, délibérément. Pendant 40 ans, il a épargné et investi avec une discipline qui, franchement, m'a impressionné. Entre la propriété et son portefeuille financier, la succession totale de ton père est estimée à environ 600 millions de roubles. Le chiffre m'a frappé comme une déferlante. Mon père, qui portait les mêmes 3 chemises en flanelle en rotation, qui conduisait un pick-up de 350 000 km, qui ramenait du poisson pour le dîner parce qu'il l'avait pêché lui-même, était assis sur 600 millions et n'en avait jamais soufflé mot. Le testament est spécifique, continua Yuli. Tu reçois la propriété foncière estimée à 450 millions pour en faire un centre de patrimoine ou la vendre à ta discrétion. Tu reçois 70% des actifs financiers restants, soit environ 100 millions de roubles. Ta mère reçoit la datcha, un revenu de fiducie à vie et 20% du capital. Ton frère Vadim reçoit 10%. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Personne. Ta mère connaissait l'existence du terrain mais pas sa valeur actuelle. Ton père a insisté sur une confidentialité absolue. Pourquoi? Yuli posa son stylo. Parce que ton père te protégeait. Tous les biens qui te sont légués sont détenus au sein d'une fiducie protectrice, classés légalement comme biens propres par héritage. Selon la loi, ils ne peuvent être réclamés, divisés ou accessibles par un conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce. Le silence se fit dans la pièce. Il a fait ça exprès, dis-je. Il l'a fait à cause d'Agalaya. Yuli choisit ses mots avec soin. Ton père n'est jamais intervenu dans ton mariage. Ce n'était pas sa nature. Mais il était observateur. Au cours des dernières années, il m'a fait part de ses inquiétudes. Il m'a demandé de structurer la succession pour que, quoi qu'il arrive, toi et les enfants soyez protégés. J'ai pensé à mon père préparant des plans pour protéger un fils qui ne savait même pas qu'il avait besoin de protection, tout cela pendant que le cancer le rongeait vivant. Il y a encore une chose, dit Yuli. Il sortit une enveloppe Kraft. En juillet, il y a 3 mois, ton père a engagé un détective privé. Il a fait quoi? Lors d'une de tes visites au village, il a remarqué des changements dans le comportement d'Aglaya. Elle était distante, préoccupée, secrète. Il m'a demandé de lui recommander quelqu'un de discret. Je l'ai dirigé vers Paulina Bright, une ancienne des services de renseignement. Ses conclusions sont à l'intérieur. Ratmir, je suis désolé. Je l'ai ouverte. 23 pages de photographie. Aglaya est un homme que je n'avais jamais vu. Entrant dans un hôtel de luxe à Arkhangelsk. Assis ensemble dans un restaurant chic. Sa tête sur son épaule à la terrasse d'un café. L'homme a été identifié comme Albert Pro, 46 ans, un promoteur immobilier. Connu dans certains cercles comme un homme ciblant les femmes mariées, particulièrement celles qui étaient vulnérables. Ils s'étaient rencontrés via l'agence immobilière d'Aglaya. La relation a commencé fin avril, dit Yuli. 5 mois. Pendant que je conduisais jusqu'au village 3 fois par semaine pour tenir la main de mon père mourant, pendant que je regardais le poison couler dans ses veines, ma femme était dans des chambres d'hôtel avec un homme qui conduisait un SUV de luxe et lui disait qu'elle méritait mieux qu'un mécanicien de bateau. J'ai fermé l'enveloppe. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Yuli. Je veux que vous lui envoyiez une lettre. Quel genre de lettre? Je l'ai regardée. Le genre de lettre dont elle se souviendra pour le reste de sa vie. La lettre recommandée est arrivée le jeudi 23 octobre. Aglaya est rentrée du travail vers 17h30, a trouvé l'épaisse enveloppe du cabinet catering et l'a ouverte tout en gardant son manteau. La lettre faisait 4 pages. Premier paragraphe. Elle était contactée en tant qu'épouse de Ratmir Ashford concernant la succession de Sviatoslav Ashford. Deuxième paragraphe. Ratmir était le bénéficiaire principal d'une succession évaluée à plus de 600 millions de roubles, incluant un terrain au bord de l'eau estimé à 450 millions. Troisième paragraphe, tous les actifs étaient détenus dans une fiducie protectrice, exclus de tout partage matrimonial ou réclamation du conjoint dans un divorce. Quatrième paragraphe. Le cabinet catering avait été retenu pour représenter Ratmir dans toutes les affaires juridiques, y compris le divorce en cours. Cinquième paragraphe, le cabinet était en possession de preuves documentées, incluant des photographies et des rapports d'enquête, établissant une relation extra-conjugale entre Aglaya Ashford et Albert Pro. Ces preuves seraient soumises à tout juge pour la garde des enfants.
Mira m'a raconté que sa mère a lu la première page debout. À la deuxième page, elle s'appuyait contre le comptoir. À la troisième page, elle avait glissé sur le sol. À la quatrième page, elle était assise sur le carrelage de la cuisine, la lettre sur les genoux, fixant le réfrigérateur comme si c'était une fenêtre sur un avenir qui venait de s'évaporer. Puis le son est venu. Mira a dit que c'était le pire son qu'elle ait jamais entendu, pas des pleurs, pas des cris, mais quelque chose de si profond que cela n'avait pas de nom. Le son d'une personne réalisant avec une clarté absolue qu'elle a détruit sa propre vie et qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Mira est entrée dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Aglaïa ne pouvait pas parler. Elle restait assise par terre, la lettre froissée contre sa poitrine. Mira a ramassé les pages tombées. Elle a compris que son grand-père, le pêcheur silencieux, avait laissé des millions. Elle a compris que son père allait s'en sortir. Et elle a compris au 5e paragraphe que sa mère avait été avec un autre homme. Elle est allée dans sa chambre et m'a appelé. « Papa, il faut que tu viennes. Quelque chose est arrivé. » Maman a reçu une lettre. Elle est par terre dans la cuisine. Elle n'arrête pas de hurler. « Est-ce que tu vas bien? Est-ce que Yelisei est là? Je vais bien. Yelisei est à son entraînement. C'est compliqué, ma puce. Ça n'a pas l'air compliqué. On dirait que grand-père était bien plus malin que tout le monde ne le pensait. Papa, est-ce que toi et maman vous divorcez? Ta mère et moi avons des choses à régler. Mais écoute-moi, quoi qu'il arrive, rien ne change entre toi et moi. Toi et Yelisei êtes tout mon monde. Je comprends. Papa. Je suis contente que grand-père t'ait protégé. En moins de 48 heures, le monde d'Aglaïa s'est effondré. Elle m'a appelé 17 fois. J'ai laissé chaque appel passer sur la messagerie. D'abord elle était en colère, puis suppliante, et finalement, elle ne faisait que pleurer. J'ai écouté chaque message. Je lui devais bien ça pour 16 ans de mariage. Mais je n'ai pas rappelé. Elle s'est rendue au village de pêcheurs un samedi matin. Ma mère a ouvert la porte, portant encore le deuil de son mari enterré 9 jours plus tôt. Elle a regardé Aglaïa pendant un long moment. « Tu aurais dû venir aux funérailles, Aglaïa. » Puis elle a fermé la porte avec une finalité tranquille. Aglaïa est restée sur le perron pendant 5 minutes. Je l'observais de la fenêtre de l'étage. Elle n'a plus jamais frappé. Elle s'est simplement retournée et a marché vers sa voiture. Aglaïa a tenté de joindre Albert Pro. Son téléphone était déconnecté. Elle est allée à son bureau à Arkhangelsk. La réceptionniste qui l'accueillait autrefois avec un sourire chaleureux a regardé à travers elle. Monsieur Pro est en voyage à l'étranger. Il n'a pas laissé d'adresse de contact. Albert Pro avait quitté le pays la semaine même où la lettre avait été envoyée. Il avait une habitude. Trouver une femme mariée, la convaincre de quitter son mari, se positionner pour bénéficier du partage des biens, et quand les choses devenaient compliquées juridiquement, disparaître. Il n'avait jamais été intéressé par Aglaïa, il était intéressé par ce qu'elle pouvait lui apporter. Mais il n'y avait aucun bien à prendre. Elle avait jeté un mariage de 16 ans et sa propre dignité pour un homme qui avait déjà réservé son vol avant même que la lettre n'arrive. Le divorce a pris 4 mois. La fiducie protectrice était en béton. L'avocat d'Aglaïa a essayé de contester, mais le juge a rejeté la demande en quelques minutes. On m'a accordé la garde principale de Mira et Yelisei. Le jour où le divorce a été finalisé, le 12 février 2026, je me suis rendu directement au port. Je me suis garé près de la pointe, j'ai passé le portail et je me suis tenu sur la terre de mon père. 3 hectares de front de mer rocheux. J'ai appelé ma mère. « Maman, je suis sur le terrain de papa. Il a toujours dit que tu saurais quoi en faire. Je pense que je sais. » Le centre du patrimoine. Pour lui. Pour chaque pêcheur qui a travaillé dans ce port. Nous sommes en avril 2026 maintenant. La neige a fondu. Je gère toujours mon atelier de bateau, mais les week-ends, je suis à la pointe avec les plans d'un architecte. Mon frère Vadim vient m'aider. Ma mère passe avec des sandwichs et s'assoit sur une chaise pliante, nous regardant travailler. Mira a 15 ans maintenant, elle est bénévole au musée maritime et parle de son grand-père avec une immense fierté. Yelisei a presque 12 ans. Il m'a demandé, « Papa, grand-père avait tout cet argent pendant tout ce temps? Pourquoi il ne l'a pas dépensé? » Parce que l'argent n'était pas le but, Yelisei. Le terrain était le but. Ce qu'il pouvait devenir. Il le gardait pour quelque chose de plus grand que lui-même. C'est assez incroyable. Aglaïa a emménagé dans un petit appartement en banlieue. Je ne la hais pas. La haine demande une énergie que je préfère consacrer à mes enfants et aux rêves de mon père. Elle voit les enfants un week-end sur 2. Nous nous sommes vus récemment dans un café. Elle paraissait plus vieille, fatiguée. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ce mot ne répare rien, mais j'ai besoin que tu l'entendes. J'ai tout gâché parce qu'un homme en costume cher m'a dit que je méritais plus. La vie que nous avions était déjà tout, Ratmir, et je l'ai jeté alors que tu perdais ton père. Je n'ai pas su quoi dire. Il n'y a pas de manuel de réparation pour un mariage qui a déjà été envoyé à la casse. Les enfants vont bien, ai-je dit. Je sais. Tu es un bon père.
Bien meilleur que je ne l'ai jamais admis. J'ai eu un bon professeur. J'ai payé l'addition, nous sommes sortis dans l'air printanier et nous sommes partis chacun de notre côté. Certains soirs, je m'assois sur les rochers du port et j'écoute la marée patiente et régulière comme mon père. Je pense au jour où Aglaya a jeté mes vêtements sur la pelouse et à quel point j'ai dû paraître petit. Mais personne dans la rue ne me plaint aujourd'hui. Il me voit travailler. Il me voit bâtir le rêve de mon père. Mon père n'a jamais élevé la voix, ne s'est jamais vanté. Il a juste travaillé, épargné et attendu. Et quand le moment est venu, il a tendu la main depuis l'au-delà avec une fiducie, un détective privé et une lettre de 4 pages qui a cloué ma femme au sol de la cuisine. Sviatoslav Ashford, 1954 à 2025. Pêcheur, millionnaire secret, et le meilleur père qu'un homme puisse demander. Je suis assis sur sa terre en ce moment même. 3 hectares de possibilités s'étendent devant moi. L'héritage d'un pêcheur, l'amour d'un père, la réponse d'un homme tranquille à un monde bruyant et impatient. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fait un scandale, ou auriez-vous ramassé chaque pièce en silence en laissant la vérité parler d'elle-même? Continuez d'avancer. Gardez espoir. Croyez-moi sur parole. Ça compte toujours. On se voit dans la prochaine.